Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! À travers ses exploits, Nicolas van den Elsken cherche à faire passer des messages sur divers sujets environnementaux. Il est le fondateur de l'association Universport qui a pour objectif de sensibiliser grâce à l'activité physique sur la préservation de la planète et l'importance du sport pour la santé. Pour Nicolas, les maîtres mots sont vive le sport, vive la planète. Dans cet épisode, découvre comment Nicolas est passé d'ancien obèse à réussir 110 marathons en 110 jours, son rapport compliqué à la nourriture et comment il trouve aujourd'hui un équilibre, comment il a réalisé le record du GR34 en 25 jours, son sauvetage de pied durant son éco-aventure, les compléments spécifiques pour réussir ses objectifs, les conseils de Nicolas pour améliorer son empreinte environnementale. N'oublie pas de t'abonner, bonne écoute! Pour parler un peu de toi, Nicolas, ça fait maintenant plusieurs années que tu réalises des éco-aventures. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. En 2021, tu effectues 4612 km en courant en 127 jours. Tu traverses 11 régions. En 2022, tu réalises 110 marathons en 110 jours. Et en 2023, tu réalises un record avec le GR34 en seulement 25 jours. Alors, ce sont de sacrées performances. Mais avant de parler de tout ça, qui se cache derrière ces exploits et comment tu en es arrivé là? Merci pour cette bonne présentation et merci Mehdi de m'accueillir dans ce podcast. Et merci pour le beau résumé qui a été fait de ces 3 dernières années. Du coup, ouais, qui se cache derrière tout ça, c'est clair que derrière la performance et derrière les performances, il y a surtout, je pense, quelqu'un qui a envie de faire passer des messages par rapport à tout ce qui est enjeux environnementaux qui, moi, me touche beaucoup et que j'essaye de véhiculer via des exploits sportifs ou en tout cas via des défis sportifs. Et donc, ouais, ben, moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans, je suis nordiste, originaire de Vieux-Condé à côté de Valenciennes. Et puis, euh, et puis amoureux de sport depuis de nombreuses années. Je pense particulièrement depuis l'âge de 10 ans, parce que le sport m'a beaucoup aidé en fait dans toute ma vie. Et enfin, je pense qu'on reviendra dessus par rapport à mon, comment dire, à mon rapport aussi à l'alimentation parce que c'est un peu particulier chez moi. Je suis un ancien obèse, puis anorexique, puis qui a réussi quand même à trouver un équilibre. Et donc c'est vrai que et grâce au sport et donc bah, pour moi c'est une place particulière et disons que du coup le sport santé a toujours été important pour moi et il est associé aussi à ce qu'on fait avec l'association Univers Sport Sport Planète Santé, ça a beaucoup de sens parce que tout est lié. Voilà, globalement. Je comprends. Effectivement, on reviendra un petit peu après sur l'alimentation. On va parler un petit peu d'abord de performance. Pour toi, c'est quoi la performance? Comment tu vois un peu, les exploits que tu réalises? Bah, disons qu'en fait ce qui est un peu enfin pas paradoxal, mais en fait j'utilise la performance pour faire passer des messages. Puisqu'en gros, je sais que dans la société actuelle, c'est toujours un peu ambivalent par rapport à ce que je raconte parce que je dis souvent qu'il faut prendre le temps. Et moi, j'ai beaucoup appris sur ça ces 2, 3 dernières années sur les éco-aventures. Et prendre du temps aussi, des fois, c'est peut-être aussi accepter de ralentir. C'est qu'au final, je ne le fais pas forcément sur mes éco-aventures, puisque mon but à chaque fois, c'est d'essayer de battre des records et d'aller le plus vite possible. Mais je le fais parce que je sais que du coup, je m'en sers pour faire passer des messages. Je sais que les médias sont intéressés, je sais que les gens sont souvent interpellés par des performances. Donc du coup, j'en fais, j'essaie d'aller le plus vite possible parce que je sais que ça va faire parler. Mais à côté de ça, dans mon discours, euh, je dis quand même qu'il est urgent de ralentir et urgent de prendre le temps, en tout cas pour la planète qu'on a. Donc je dirais que la performance, moi, je la lis surtout au message que je veux faire passer. Je m'en sers, voilà, c'est un peu un tremplin. Parce que c'est vrai que là, avec ce que j'ai fait dernièrement, il y a des personnes qui peuvent me considérer comme un sportif de haut niveau, sauf que j'ai jamais vraiment voulu être un. J'ai voulu l'être quand j'étais jeune, quand je voulais faire du handball de façon professionnelle, mais au final, c'est surtout parce que je sais que ça me permet
d'avoir gagné peut-être en crédibilité avec ce que j'ai fait, mais surtout aussi de faire passer les messages qu'on fait passer avec l'association, voilà, qui sont fortement liés aux enjeux environnementaux et sanitaires. Donc voilà, je dirais que performance pour moi, c'est vraiment une façon de faire passer des messages. C'est vrai qu'on pourrait quand même t'assimiler à un athlète, vu les performances. Hem, de là d'où tu viens du coup, quelles habitudes, tu as mis en place pour atteindre ces performances? Ça a été, c'est assez drôle parce que je pense que je suis pas, alors on va pas se mentir, oui, bien sûr qu'il y a des habitudes qui sont hyper importantes à mettre en place mais pour autant, je pense pas que je sois le plus rigoureux, sur ces sujets-là, mais pour autant, oui, ça fait 3 ans où, j'ai bien vu notamment sur le dernier record, où je m'impose des choses qui sont quand même, importantes. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que je dois mettre sur le dos de la performance parce que c'est venu après le premier Tour de France, mais bon, moi, par exemple, dans mes habitudes alimentaires, je suis végétarien. Hem et je prends pas pour autant, beaucoup de enfin, je prends pas de compléments alimentaires et cetera, donc ça, c'est pas un sujet, mais je dirais qu'en tout cas, j'ai pris cette habitude de devenir végétarien, de manger beaucoup plus de légumineuses, heu et après aussi, c'est beaucoup d'entraînement. Quand je prends voilà, c'est en fait, c'est venu au fur et à mesure. Le Tour de France, bah, voilà, je me suis entraîné, déjà assez bien, comme si je faisais une préparation marathon. Et puis, pour les 110 marathons en 110 jours, là, j'ai pris un coach avec moi, qui est un ami, en fait, qui est devenu d'ailleurs un ami, et qui m'a bien préparé aussi, sur cette prépa, sur une grosse prépa marathon de 110 marathons en 110 jours. Et puis, je pense que le cap supplémentaire a été franchi encore avec le record du GR34 parce que là, on a eu 3 4 mois où, ouais, j'ai vraiment eu un sport, enfin, ouais, je pense que vraiment comme un entraînement de haut niveau, où, c'était beaucoup de concessions, c'était, plus de 200 kilomètres par semaine, c'était un volume horaire assez important avec des entraînements le matin, le soir, heu, avec beaucoup de renforcement musculaire parce que donc moi j'utilise peut-être certes la course à pied, mais il y a tout ce qui va autour. Et puis ouais, l'alimentation où, bon, bah, après c'est des réflexes un peu standards, ou après ça peut être psychologique, mais je pense que c'est bien utile aussi où, bah, voilà, pour quelque chose au mois de mai, bah, j'arrête l'alcool au moins, 3 mois avant, ou, ouais, au niveau de mon alimentation, je fais assez attention, mais tout en mangeant quand même assez, enfin, c'est-à-dire que je fais pas en sorte d'être, hyper sec, même si je l'étais quand même en faisant 200 kilomètres par semaine avant de commencer, mais c'est-à-dire que ça me dérange pas d'avoir des réserves aussi, quand je pars sur des gros exploits comme ça, notamment sur les 110 marathons, parce que je sais que je vais puiser beaucoup. Et voilà, et c'est vrai que le GR34 au final, en préparant bien et etc., j'ai quand même perdu 10 kilos pendant l'éco-aventure, donc voilà, c'est des efforts qui sont longs et intenses, donc ouais, faut être plutôt prêt à ça et puis bien s'alimenter et bien boire aussi, ça c'est hyper important. À quoi ressemblaient, tes séances d'entraînement, durant, cette préparation? Alors là, je retourne un peu en arrière, mais c'était, bah, disons qu'il y avait, alors mon coach aurait aimé que je croise plus avec du vélo, ce que j'aurais dû faire. J'ai Vu que j'avais pas de bon vélo, j'ai eu du mal à creuser avec le vélo parce que c'est vrai qu'en tout cas sur de la course à pied comme ça longue distance, c'est bien aussi pour moins traumatiser, les muscles et les articulations. Mais sinon non, quasiment 2 entraînements par jour, le matin et le soir, avec un jour de repos généralement, qui était le vendredi ou samedi, puis des longues sorties le dimanche, ou des fois voir le samedi et le dimanche. Mais disons que c'était quasiment un entraînement tous les jours, ou des fois un jour où j'avais pas entraînement, mais vraiment avec des gros blocs et des blocs, disons sur les dernières semaines, bon, pas les 2 dernières semaines parce que, à ce moment-là le travail est fait, mais disons que ouais, 2-3 semaines avant, tu as un gros mois ou 2 mois où tu fais quand même des grosses sessions, où je faisais, ouais, des longues sorties, des week-end chocs où je pouvais faire, 5 heures le samedi, 8 heures le dimanche, enfin voilà, où je sortais beaucoup le week-end, et où j'apprenais aussi à habituer mon corps à s'alimenter aussi durant l'effort parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Moi j'ai du mal à m'alimenter quand je cours. Donc voilà, c'était voir ce qui passait ou pas quand je courais comme ça sur, toute une journée, si je pouvais prendre des repas classiques ou pas, donc voilà, c'était assez intense, ouais. Il me semble que durant, le GR34, tu t'es blessé. Comment ou du moins tu as eu quelques petits bobos. Comment tu as géré ces blessures, au quotidien? Ouais, il y a eu 4 grosses, d'ailleurs on va en faire un film et on prendra les 4
en time-lapse un peu du film, on reprendra ces 4 gros moments. En effet, ouais, j'ai eu 4 bonnes blessures, dont une d'ailleurs que j'ai pas, enfin, qui a terminé, mais j'ai fini avec une lésion quand même. Et je m'en suis rendu compte une semaine après parce que je devais partir sur un autre défi où là, du coup, j'ai fait de l'autostop. Mais ouais, ça a été, disons que cette éco-aventure, elle a été encore plus marquée par l'esprit d'équipe que les autres. C'est vrai que les éco-aventures que j'ai faites, le Tour de France, le 110 marathons, le Tour de France, au départ, c'était un projet sur lequel j'étais parti tout seul, et puis il y a des gens qui ont venu s'aider là-dessus. 110 marathons, il y avait déjà une équipe de malades avec des bénévoles hyper engagés pour gérer tout ce qui est sensibilisation dans les écoles, parce que c'est surtout ça aussi, les éco-aventures, c'est à la fois mêler le défi sportif, ou en tout cas l'effort physique avec des sensibilisations. Et là, c'est vrai que sur le GR34, c'était vraiment, on a préparé ça en 5 mois, ça a été très rapide, mais l'équipe a tellement été forte pour gérer toute la partie logement, sensibilisation dans les écoles, que limite, je me suis laissé emporter. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment eu que la partie physique où j'ai eu le temps de me préparer, et où j'ai moins fait de focus sur la préparation logistique. Et donc, je dirais que je les gérais parce que déjà, j'avais une équipe de fous avec moi et je n'avais pas envie de les décevoir. Il y avait des gens qui me suivaient, et du coup, c'est vrai que bon, même si je sais écouter mon corps, et en effet, il faut l'écouter, mais bon, il y a des fois où, en effet, c'est dès le 3e ou 4e jour où j'ai une grosse douleur qui arrive, et au final, en fait, je m'étais fixé vu qu'on avait un record en tête et qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ce record, en fait, on avait des échéances. C'est-à-dire que lui, il nous avait déconseillé ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait dit faut que tu avances au fur et à mesure, et te mets pas de pression, c'est-à-dire te mets pas d'arrêt. Sauf que moi, c'est que pendant mes 110 marathons, 110 jours, mes Tours de France, j'avais toujours des villes arrêts. Et donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé au final, parce que là, sur le GR34, même si tu peux pas maîtriser tout le temps ta forme du jour, etc., enfin, c'est pas facile, c'est du trail en plus, mais je m'étais quand même fixé des points d'arrêt que j'ai tenu quand même pas mal de temps. Au final, qu'on a quand même décalé, parce qu'on a tout décalé d'un jour, puisque j'étais censé finir un jour avant, mais on a quand même battu 2 jours le record, donc heureusement qu'on avait pris de l'avance. C'est vrai que par exemple, le 3e jour, le 3e ou 4e jour, voilà, j'ai une grosse douleur qui arrive. Euh, on trouve un kiné par hasard qui me soigne vite fait sur une plage à 20h le soir. Et là, en fait, il me restait 21h, je sais plus, il me restait pas mal de kilomètres, et dans ma tête, je me dis, il faut quand même que je finisse, même si je finis en marchant. Et au final, ce soir-là, j'ai fini à 1h du matin, parce que c'était une grosse journée à plus de, je crois qu'il y avait 90 kilomètres. Et parce que je savais aussi que l'endroit où on était hébergé était au bord du GR34, et donc ça m'aidait à repartir derrière. Et donc, ouais, je pense que je pense qu'il y a le mental. On dit souvent que le mental, c'est au moins 50%, et je pense qu'avec moi, c'est des fois plus que 50%. Mais ouais, il y avait vraiment Pour autant, je me suis quand même posé la question des fois de m'arrêter. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, de me dire, bon, tant pis, j'abandonne. De toute façon, les messages qu'on fait passer sont quand même là. Charlie intervient quand même dans les écoles, donc c'est quand même là. Mais je dirais que il y avait l'équipe avec moi, notamment Jérôme, qui filmait tout et qui me ravitaillait, etc., qui était dans un van électrique. Et du coup, c'est vrai que le voir à chaque fois, me soutenir, etc., ça a été une vraie force. Et puis voir aussi toutes les personnes en fait qui sont venues sur le chemin pour m'aider. C'est-à-dire que il m'arrivait d'avoir des douleurs, mais on a trouvé des ostéos, enfin l'équipe derrière. En fait, quand on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est que le staff médical n'était pas hyper bien rodé, on va pas se mentir. En gros, on avait un partenariat avec l'Association des ostéopathes de France, mais qui nous a pas aidé à trouver beaucoup d'ostéos. Donc on n'avait pas de trucs mesurés. Par contre, au fur et à mesure, on essayait d'anticiper un jour avant, parce que on savait que j'avais telle douleur. Et puis des fois, on a trouvé des ostéos qui sont venus à la dernière minute. Moi, j'ai des ostéos qui m'ont reçu chez eux à 23h le soir. Donc c'était juste incroyable de savoir, de voir en fait cette force collective se faire. Et tout comme après, donc, il y a eu ces bobos physiques, mais il y a aussi après il y a eu des bobos typiquement en effet au pied, où au bout de 10 jours, alors que ça aurait pu arriver bien avant, où j'ai eu des cloques de malade que j'avais mal soigné 2 jours avant. Et du coup, là, j'ai jamais couru en ayant aussi mal à mon pied droit. Donc, ça me brûlait vraiment. Pendant 50 km, j'ai continué parce que je voulais pas m'arrêter. Et où là, en fait, en gros, on a trouvé une infirmière libérale, pareil, à 22h le soir, et en fait, qui m'a vraiment, je pense, sauvé aussi la fin de l'éco-aventure, parce que en fait, ils ont passé 1 heure sur mon pied avec son papa, qui était un ancien médecin retraité, qui était là par hasard, et où ils ont tout pensé, et tout en fait, c'est bien cicatrisé grâce à leur travail. Donc je dirais que ouais, ce record, c'est encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment la force collective en fait, parce que il y a eu les personnes qui étaient dans l'équipe au départ,
mais il y a aussi surtout les personnes qui sont venues se mettre sur notre chemin et qui ont permis en fait d'aller jusqu'au bout. Parce que je pense que vraiment sans le personnel médical qui est venu faire un je pense que je serais pas là où, ça c'est sûr. Que des ostéos, des kinés, puis ouais, des infirmiers libéraux qui m'ont beaucoup aidé sur les bobos un peu plus, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et toi, au niveau articulaire, est-ce que tu faisais des étirements ou des massages, toi-même pour essayer de soulager, les petites douleurs? C'est une bonne question. Ouais, je pense que, alors, moi, je connais un peu mon corps, donc ouais, je le masse de temps en temps, mais après, la force aussi qu'on avait, c'est que, en effet, le massage est quand même devenu vite assez important. En fait, le précédent recordman m'avait dit, tu verras, en gros, un kiné, il le faut la première semaine. Après, bon, tes jambes, elles sont mortes, donc tu avances quand même. Euh, et ça s'est un peu vérifié dans le sens où, au final, je le faisais quand même, c'est qu'il y a Charlie, du coup, qui intervenait dans les écoles et avec qui on dormait chez l'habitant. Bah, Charlie, en fait, il s'est auto-formé au massage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand il n'y avait pas de kiné ou d'ostéo, c'est lui en fait qui a appliqué les massages, on lui a montré comment faire. Et du coup, bah, Charlie, en effet, tous les soirs, et qu'il soit 23 h ou minuit, il prenait le temps et j'ai eu de la chance de faire ça. Il y avait aussi de l'argile verte. J'ai eu pas mal aussi recours à l'argile verte aussi pour m'aider à soigner mes bobos, notamment j'avais une cheville. Ça, je pense que cette rencontre-là, elle est aussi incroyable. Bah, en effet, au bout de 4 jours, quand je suis 1 h du matin, j'arrive quand même à continuer les jours d'après, mais en compensant et du coup en ayant vraiment une cheville qui double de volume. Et en fait, on arrive quand même à trouver un rendez-vous chez un ostéo. Et cet ostéo-là, pareil, m'a fait des trucs, je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, ma cheville le lendemain avait dégonflé. Et en fait, il m'a beaucoup conseillé, en effet, sur l'argile verte, etc. Et c'est qu'après, bah, j'ai pris le réflexe à chaque fois de mettre de l'argile verte. À plus aussi comment dire, faire des exos d'échauffement, d'étirement au départ aussi avant ma course. Parce que c'est dans ça, enfin, on va pas se mentir, je suis pas un modèle. Euh, je faisais très peu de bons échauffements. Donc ça, j'ai appris à le faire du coup aussi, enfin réappris à le faire durant les aventures. Et après sur les étirements, en fin de journée, je dirais que moi c'était surtout les jambes en l'air. Euh, les jambes en l'air et puis après ouais, des massages le soir. Et le soir aussi, le fait de dormir aussi avec les jambes un peu levées, parce que c'est vrai que bah, ouais, les premières nuits, tu peux vite te réveiller aussi en ayant des douleurs dans les jambes. Ça, c'est un truc aussi qui m'a marqué parce que c'est pas que j'y croyais pas trop, mais le précédent recordman en avait parlé aussi, du fait des fois dans la nuit de te réveiller avec des douleurs. Et c'est ça que ça m'est bien arrivé aussi. Donc, je pense qu'après, moi vraiment, hein, la force que je pense que j'ai pu avoir sur ce record par rapport à l'autre recordman, je pense que c'est surtout de récupérer plus vite. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de très peu de sommeil. Et donc, c'est vrai que je faisais des journées assez à rallonge et je dormais peu. Et puis, ça a réussi à fonctionner. Mais c'est vrai que, ouais, disons que ma récup était peut-être pas la meilleure, mais en fait, c'est parce que j'ai habitué, enfin, mon corps est habitué à ça. Et je pense que faudra qu'on le vérifie un jour médicalement, hein, mais parce qu'en effet, je conseille à personne de faire 110 marathons 110 jours ou ça, mais je pense vraiment aussi le fait d'avoir traumatisé mon corps quand j'étais jeune, et je le conseille à personne, mais d'avoir vraiment été obèse pendant de l'âge de 3 ans jusqu'à la quatrième, et après d'avoir fait de l'anorexie, d'avoir fait yo-yo comme ça avec mon corps physiologiquement, je pense que ça lui donne aussi une plus grande résistance maintenant, en tout cas sur ces sujets-là, peut-être particulièrement, mais en tout cas, je pense qu'en termes ouais, de muscles et puis de récupération, je pense que ça m'aide beaucoup maintenant. On va partir un peu sur le Nicolas, il y a quelques années. Donc, tu as parlé que tu étais obèse, puis tu es passé par une phase, d'anorexie. Mais aujourd'hui, déjà, le plus important, c'est est-ce que ça va? Est-ce que tu as réussi à t'en défaire? Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, bah, après je pense que c'est le sport qui m'a permis de trouver cet équilibre. Après ça a pas, comment dire? Heu, c'est vrai que j'ai eu un rapport à l'alimentation quand même très compliqué même après l'anorexie, hein, parce que, disons que si je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre et en fait, bah, quand j'étais obèse, c'est juste que, voilà, de la quatrième à la troisième j'ai fait un régime, mais qui était pas du tout, maîtrisé, que j'ai fait moi-même et après en m'arrêtant de manger du jour au lendemain. Et c'est vrai que j'ai même été hospitalisé pendant 3 mois, où là pareil, je trouve qu'on m'a à l'époque en tout cas, en ayant du recul sur ça, on n'hésitait pas forcément dans un hôpital spécialisé, donc j'ai jamais vu une nutritionniste sur ce sujet-là, c'était plutôt des psychologues, des nutritionnistes et je pense que c'était un vrai, c'était un vrai manque et c'est vrai qu'après, bah,
quand je suis sorti de l'hôpital, c'est juste parce que j'avais des échéances, parce qu'en fait, j'en avais marre d'être enfermé. Mais pour autant, je pense qu'après, l'année, je pense que l'année suivante, comment dire, enfin, donc là, c'était après en troisième, et après, c'est vrai que, bon, on va dire que je pense, jusqu'à mes études supérieures, donc un peu tout le lycée, je pense que j'ai toujours eu quand même toujours ces problèmes d'alimentation où j'avais tendance des fois à beaucoup manger, des fois à arrêter de manger parce qu'il fallait que je trouve mon équilibre. Donc j'avais jamais vraiment réussi à trouver cet équilibre. Et je pense que ouais, quand je suis allé dans les études supérieures, j'ai commencé à plus trouver ça. Et puis là, ce qui est peut-être plus compliqué maintenant, c'est peut-être ça l'équilibre aussi, où là j'essaie de bien me caler. C'est que, bah, en fait, quand tu fais une éco-aventure ou tu fais 110 marathons, enfin, quand tu perds 7 000 calories par jour et que du coup tu t'arrêtes, bah, ça c'est hyper compliqué de trouver un juste milieu bah, parce que tu as besoin d'un apport, hyper fort en protéines à un moment donné, et puis, bah, quand tu t'arrêtes, moins. Donc, j'ai toujours moi continué à faire beaucoup de sport, donc ça va. Mais là typiquement, c'est vrai qu'après le GR34 et les 110 marathons, parce que j'ai quand même fait 8 000 kilomètres en 10 mois, bah, là c'est la première fois quand même depuis 2 ou 3 mois où je m'arrête aussi, je m'arrête un peu plus de faire du sport. Donc là, c'est vraiment trouver cet équilibre. Et puis, mais je pense que j'ai besoin de trouver cet équilibre-là aussi parce que ça fait partie de ma vie perso. C'est-à-dire que, en gros, il faut que je prenne le temps de cuisiner, il faut que je prenne le temps pour moi, pour ceux que j'aime. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai du mal à faire, et je pense que tout est un peu lié. Et donc là, c'est vrai que j'arrive seulement à trouver vraiment cet équilibre. Et donc ouais, c'est plaisant. Mais c'est vrai que ce rapport au corps et à l'alimentation a toujours été compliqué pour moi. Mais c'est vrai que depuis quoi, je suis en études supérieures et que j'ai réussi enfin, j'ai pas besoin de prouver en fait. Et c'est pareil sur le Tour de France ou les 110 marathons. J'ai pas fait ça parce que j'avais besoin de me prouver des choses. En fait, c'est au départ quand j'ai commencé mon travail dans l'événementiel sportif dans lequel j'ai bossé 5 ans, où là j'avais besoin de me prouver des choses. Mais après, au fur et à mesure, bah voilà, enfin, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre au fur et à mesure. Et voilà, je pense que les éco-aventures, ça a vraiment été une façon pour moi peut-être de combattre mon éco-anxiété, ou ouais, de montrer un peu mon agacement par rapport à ça, plutôt que c'est un peu ma forme de militantisme, quoi. Mais voilà un peu, ça n'a pas été facile. L'alimentation, c'est vraiment un sujet très, très complexe. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il faut, enfin, on le dit souvent, maintenant, il y a des chiffres assez effrayants, hein, sur le budget notamment qu'on consacre à l'alimentation. On va consacrer beaucoup plus, par exemple, au loisir, etc. maintenant. Et ouais, il y a une vraie disproportion. Et pour autant, ça ne coûte pas forcément plus cher de mieux manger. Donc c'est ça que la société actuelle fait qu'on peut toujours aller plus vite, et du coup, on prend moins de temps pour manger, on mange des trucs à l'arrache. Et donc, ouais, de plus en plus, mais pour autant, des fois, quand je suis dans le jus, bah, pareil, ça m'arrive de manger des sandwichs et tout. Mais pour autant, je pense que ouais, c'est un vrai, je pense que ça va être un de mes vrais encore combats là, par la suite, c'est aussi de prendre le temps pour bien manger, parce que c'est que je ne fais pas assez. Au niveau de l'alimentation, comment, l'équipe entière, toi, vous organisiez, durant tes éco-aventures, que ce soit en dehors des courses et même pendant les courses? Parce que tu as dit, que c'était difficile de manger, pendant que tu courais. Ouais, on a eu vraiment entre les 110 marathons, par exemple, et le record du GR34, c'était vraiment une gestion différente, parce que c'est vrai que les 110 marathons, j'avais le temps enfin, je courais le matin, le midi, je mangeais dans les écoles, l'après-midi, j'intervenais dans les écoles, et le soir, on mangeait chez les habitants. Donc ça a été, bah, souvent, en fait, déjà pour les écoles, c'est vrai que le midi, bah, tu as des proportions d'école, donc tu manges un peu moins. Par contre, c'est toujours que j'étais végétarien. Et puis sinon, on donnait des conseils aussi de recettes aux gens. C'est-à-dire qu'on avait un book de recettes aussi avec des légumineuses, etc., qu'on proposait aux gens pour dire, bah, voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ça, et ça ira très bien. Mais c'est que pendant les 110 marathons, bah, du coup, le midi, il m'arrivait souvent quand même de moins manger le midi, et bon, parce que j'avais pas trop non plus faim en fin de course. Mais c'est que le soir, j'avais tendance à plus manger. Mais c'est que le soir, pour bien récupérer, etc. Voilà. J'ai mangé quand même, je pense que je vidais un peu le frigo des gens, on va pas se mentir. Mais beaucoup de légumineuses en tout cas, et ouais, de protéines végétales. Comment dire, et après, c'est qu'en courant, pendant les 110 marathons, je mangeais quand même très peu. Après, j'ai toujours, pour boire, ça a toujours été, vu que moi,
J'aime pas prendre des produits transformés, ça a toujours été dans ma gourde ou dans mon camelback, de l'eau avec, du sel et du sirop. Ça a toujours été un peu ou du miel. Donc c'est vraiment, apporter cet apport, sucré avec du sirop ou du miel et puis la partie salée que tu perds quand tu cours, de cette façon-là, mais pas en ayant des produits, transformés ou même il y a des produits naturels maintenant qui existent, mais en tout cas, j'ai toujours été très simple sur ça et puis, heu et puis le matin, au final, réussir quand même à manger normalement, ça c'était une de mes plus grosses craintes en réalité, avant de partir sur mon premier tout Tour de France parce que j'avais vu un médecin nutritionniste en fait, qui est médecin de l'équipe de France d'aviron, qui est Frédéric, j'ai perdu son nom, mais bref, qui est médecin nutritionniste et qui m'avait pas mal conseillé aussi parce que, bah, moi, ma plus grosse crainte avant de me lancer sur mon Tour de France, c'était, bah, par contre, le matin, moi, j'ai peur, quand je fais un marathon, classique ou quand je fais une compétition, heu, le matin, j'ai peur de manger parce que j'ai peur de mal digérer pendant la course, quoi. Moi, c'était vraiment un truc qui m'effrayait et du coup, à l'époque, il m'avait dit: «Bah, tu peux, le matin, tout au moins, tu peux essayer tout au moins de prendre, il y a des produits, naturels, je vais pas citer de marque, mais il y a une marque bretonne, par exemple, qui s'appelle Oversteams, enfin, je la cite quand même, mais heu qui fait des produits, avec des gâteaux et cetera, que tu peux facilement assimiler le matin. On m'avait parlé de ça et puis j'en avais discuté aussi pas mal avec un autre athlète, triathlon qui fait du pas mal de triathlon et qui me dit: «Mais en fait, si tu arrives à bien t'alimenter, tu as pas forcément besoin de ça» et en fait, c'est vrai qu'au final, l'un dans l'autre, j'ai pas du tout tristé enfin, du coup, j'ai voulu quand même rester au maximum, tout naturel et donc au final, le matin, bah, je prenais beaucoup de, bah, fromage blanc, flocons d'avoine et cetera et en fait, j'ai remarqué que vu que je faisais le marathon de manière moins intensive, je pense que, bah, si je faisais un marathon classique, mon corps, il s'est habitué à ça, il était moins stressé et donc au final, en une demi heure, j'avais le temps de largement digérer ce que je voulais donc bah, le matin, ça voilà, je prenais quelque chose d'équilibré avec des fruits et du fromage blanc et cetera mais pour autant, ça allait pour le reste et puis sur le GR34, ça a été encore une autre gestion parce qu'en effet là, le midi, j'avais que je me donnais une demi heure à 45 minutes pour m'arrêter le midi. Et puis, en fait, on va dire que je faisais environ un marathon matin et un marathon l'après-midi, c'était plutôt ça et heu et donc là, bah, le matin, je dirais que c'était à peu près pareil avec, des apports alimentaires. Après, pendant la course, je me suis quand même plus efforcé à manger que ce que je pouvais faire. Donc là, j'avais la chance d'avoir un partenariat avec les déshydratés bretons. Donc là, c'était vraiment aussi quelque chose de très local. C'est quelqu'un qui fait des fruits déshydratés, qui fait aussi de la pâte de fruits, bah, très local et puis juste avec, bah, les fruits de base, quoi, sauf qu'ils sont déshydratés. Mais du coup, tu as beaucoup d'énergie dedans, enfin, tu perds quasiment rien, je crois même que tu en gagnes et donc je m'alimentais pas mal comme ça en courant, toujours avec de l'eau, du sel et voilà et le midi, bah, c'était, souvent les mêmes repas, mais là, on anticipait avec l'équipe, c'est-à-dire que, heu, la veille, Charlie, il cuisinait chez les gens chez qui on dormait, pour 2 ou 3 jours et donc ça a été, des lentilles, pareil, de la semoule, enfin voilà, des légumineuses, heu et c'est vrai que le midi, bah, je mangeais souvent ça et puis le soir pareil, on mangeait chez l'habitant donc on essayait de changer, prendre des pâtes, quand je craquais un peu, parce que ça, c'est un peu le repas du trailer quand tu as envie de gras, c'était des pizzas. Mais parce que mine de rien, ça digère plutôt pas mal. Et puis voilà. Puis je dirais que le péché mignon que je conseille surtout à personne, c'était parce qu'au début, on a fonctionné comme ça à 18h, mais le 18h, quand je prenais une pause au départ, Jérôme, il a commencé à me ramener un kouign-amann. Alors, je conseille à personne logiquement à faire ça parce que c'est hyper sucré, etc. Mais c'est vrai que ça a été un peu un refuge pendant. La première semaine, ça passait bien. Après, les autres jours, ça passait un peu moins bien. Je sentais que c'était trop gras d'un coup. Mais, euh, mais voilà, il y avait quand même cette notion d'alimentation refuge un peu où je savais que je prenais beaucoup de gras, mais vu que je perdais beaucoup de poids, etc., ça me dérangeait pas, quoi. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et du coup, à dépenser autant d'énergie, tu ne prends aucun complément alimentaire ou tu t'es pas fait accompagner par un nutritionniste ou micronutritionniste? Non, ça, j'avoue que j'ai jamais fait. J'ai jamais poussé jusqu'à là le sujet. Après,
pour l'instant, j'en ai jamais eu le besoin. Et puis, je me suis jamais. Alors, j'ai quand même perdu 10 kilos sur le GR34, mais je pense dans tous les cas, alors, après, je me trompe peut-être, mais enfin, j'ai perdu 10 kilos, mais en fait, réussir à équilibrer quand tu perds 7 à 8 000 calories par jour, je pense que tu peux jamais vraiment réussir à manger. Enfin, je pense que ça aurait été compliqué de le faire sans perdre de poids et en réussissant à avoir un apport complet. Et peut-être que je me trompe. Enfin, c'est Mais même pas forcément au niveau des calories, parce qu'effectivement, les ouais, calories, ça va être compliqué d'aller au-delà de 7 000 à 8 000 calories. Mais après, c'est surtout en micronutriments. Peut-être que tu avais des carences, je sais pas, en magnésium ou potassium ou même en zinc, tellement tu dépensais d'énergie sur la journée. disons que sur ça, en fait, on n'a pas. Enfin, en fait, j'ai fait un avant et un après, parce qu'en effet, j'ai quand même fait des prises de sang, etc. Et c'est vrai qu'au final, bah, je pense que ce que je mangeais devait suffire parce qu'en fait, on n'a pas détecté d'anomalie. Enfin, avant de partir, il me manquait un peu de B12, comme souvent quand même chez les gens, enfin comme souvent. Au final, après l'éco-aventure, après le GR34, ma B12 était un peu remontée quand même. Donc voilà, et j'avais rien. Sur le reste, j'avais pas de perte. Enfin, j'étais bien sur tous les volets. Donc bon, c'est qu'au final, j'avais réussi à trouver un équilibre qui était pas trop mal. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que mine de rien, avec ouais, en faisant attention quand même à assez varier quand même les repas, puis en mettant un peu de tout dedans, bah, je m'en sors pas mal, sans pour autant, c'est vrai, je pense pas que je néglige cette partie-là, j'y fais attention, mais je pense que je pourrais être plus rigoureux, ça c'est sûr. Et après, peut-être parce que justement, j'ai jamais eu de baisse de régime, ou en tout cas senti moins bien, en tout cas physiquement, parce que je me sentais faible, ben, du coup, ça m'a, sur le semi-marathon, j'ai pas eu ces soucis-là, là, sur le GR34, je l'ai pas rencontré, donc du coup, je me dis que là, pour l'instant, je n'ai peut-être pas le besoin, mais Bah, merci d'en parler parce qu'effectivement, avec toutes les marques qui sortent au jour le jour, on a l'impression qu'on est obligé de prendre des compléments, sinon on va jamais réussir à atteindre nos objectifs. Donc, au moins, ça montre que, ben, en s'alimentant correctement, même si on dépense beaucoup, effectivement, on peut atteindre ses objectifs, on peut battre des records sans pour autant prendre tout un tas de compléments alimentaires. ouais, non, c'est clair. Je pense que voilà, après, je suis peut-être pas assez millimétré, mais vraiment, en tout cas, moi, le constat que je fais personnellement, c'est que, alors peut-être que j'ai des ressources ailleurs, hein, certainement, hein, mais j'ai jamais eu besoin, en effet, de prendre des compléments en plus, spécifiquement pour faire une performance. Tu vois, le seul truc que j'ai dû prendre et qui m'a fait beaucoup, enfin, pas culpabiliser parce que je voulais pas, mais j'ai quand même dû prendre un antidouleur pendant 2 ou 3 jours parce que justement j'avais trop mal aux muscles. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec ces questions de dopage, etc. Et puis, non, mais vous êtes sûr, là, c'est rien. Et c'est même le médecin qui m'a dit non, non, c'est juste que là, tu vas cacher un peu la douleur pendant un moment. Mais moi, ça m'embêtait énormément parce que j'ai surtout pas envie de. Et encore une fois, je sais très bien qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très naturels, qui sont bien faits. Et moi, en fait, rien que le geste de me dire je vais prendre un truc autre, une gélule ou un truc comme ça, je l'ai fait avec. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais il y a 2 ans, j'avais fait une cure de spiruline. C'est des choses que j'ai déjà faites, mais sinon, hormis ça, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Je fais attention à ce que je prends. Je pense que vraiment aussi, en plus, ce qui m'a apporté en plus, c'est déshydraté breton, c'était hyper intéressant parce que sans m'en rendre compte, je pense que ça m'a apporté un apport qui était quand même hyper intéressant. Et donc, voilà. Mais ouais, après, je pense que c'est un bon équilibre, mais c'est assez drôle hein, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent avec Jérôme qui lui m'a suivi sur les 2 éco-aventures, les 110 marathons où il était en vélo et puis moi et là j'ai R34 où il était en van électrique. C'est vrai que Jérôme il a toujours eu tendance et je pense que mine de rien il faisait attention à ça sans que moi je le vois. Jérôme il connaît exactement quand il voit une assiette, il sait ce que ça va lui apporter ou pas. Moi je suis pas du tout dans ça, mais Jérôme en fait pendant longtemps a fait de la musculation et du coup a toujours fait très attention à ça au nombre de quantité tu sais de grammage et je sais qu'il m'avait fait souvent la remarque en disant, surtout pendant les 110 marathons, parce qu'il dit, mais les gens ne se rendent pas compte de ce que tu perds en fait. Et donc, tu devrais prendre plus que ça. Et je pense que là, le fait aussi que Charlie ait géré les repas le midi et que Jérôme aussi complétait, bah, c'était un bon équilibre parce que Jérôme, je pense qu'il se disait que bah, c'était bien, je mangeais à ma faim et que tout roulait bien. Quoi. De toute façon, Jérôme, c'était un peu enfin, c'est pas un peu, ouais, c'était mon ange gardien. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi. Ouais. Merci à l'équipe, quoi. Ouais. Je voudrais parler un petit peu de Univers Sport.
Parle-moi, quelle est sa mission? Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ouais, bah, en fait, Universport, c'est, l'association, elle a maintenant plus de 2 ans, elle aura 3 ans au mois de juin. En fait, Universport, c'est la volonté, en fait, de sensibiliser, sur les enjeux environnementaux et sanitaires grâce au sport. C'est-à-dire qu'à la base, c'est juste, moi, je viens de l'événementiel sportif. Pendant 5 ans, j'ai évolué dans le sport business, et en fait, je me suis beaucoup interrogé après sur le sens de mon métier. Et puis en fait, après avoir cassé mon empreinte carbone, je dis souvent parce que j'étais parti en Nouvelle-Zélande, mais ça m'a fait beaucoup de bien pendant 6 à 7 mois, je suis parti longtemps et en rentrant, je me suis dit: «Bon, bah, comment tu peux utiliser le sport pour sensibiliser, interpeller différemment?» Et en fait, de là était parti, c'était en juin, juillet, 2020, je me disais: «Bon, bah, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour, utiliser le sport différemment?» Et puis de là m'est venu rapidement parce que j'avais beaucoup bossé sur le Tour de France cycliste. L'idée de me dire, moi, pourquoi toi tu ferais pas un Tour de France en courant, en ramassant les déchets? Au départ, c'était juste sur le ramassage des déchets. Et puis, du coup, j'ai commencé, vu que j'étais au chômage, à commencer à réfléchir à ce Tour de France, à penser à ça. J'étais censé partir au mois de mars 2021. Et puis, avec la troisième ou quatrième vague du confinement, je suis parti au mois d'août. Et en fait, en mars, on a quand même lancé des opérations, en fait, au départ, juste avec des copains, où on se disait, bah, vas-y, on fait un ramassage de déchets. Et puis en fait, on a vu qu'il y avait des gens qui venaient. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, au-delà des déchets, on va aussi sensibiliser sur le climat avec des fresques du climat, etc., sur des événements. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a vu qu'il y avait des personnes qui revenaient régulièrement. En fait, on s'est dit, moi, je me suis dit, bon, bah, il y a les copains qui sont là, ils veulent s'engager avec nous. C'était vraiment la volonté de. On a vu qu'il y a des gens qui revenaient, donc on s'est dit, bon, ok, bah, déjà, moi, c'est plus forcément un projet perso parce que j'ai des amis qui viennent dedans. Donc en fait, il faut que ça devienne une association parce qu'on s'est rendu compte que il n'y avait pas d'autres associations, là, en tout cas, notamment dans la région de France, bah, qui sensibilisent sur les enjeux environnementaux via le sport. Donc, on s'est dit, bah, voilà, il faut créer cette association qui se sert du sport pour, euh, pour avoir de l'impact et sensibiliser sur les enjeux environnementaux. Et donc, voilà, ça a commencé par des petits événements. Après, il y a eu le Tour de France en courant. En effet, les 4612 km qui ont donné un premier essor à l'association parce que bah, il y a pas mal de gens qui nous ont suivis, etc. Et puis en fait, c'est vrai qu'en rentrant, bah, on s'est dit, bon, bah, allez, go, il y a des gens qui nous suivent, donc bah, là, il faut faire des événements régulièrement, etc. Et donc, bah, l'idée, c'était vraiment en fait, toucher le grand public via les enjeux, via le sport. Euh, et donc, ça a été de aider des événements existants à les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et puis sensibiliser leur public. Intervenir dans les écoles, parce que ça a été aussi un leitmotiv lors des éco-aventures. Donc, c'est comment sensibiliser les jeunes à la fois pour faire du bien à leur corps et à la planète, parce que du coup, on a, comme vous le savez certainement, des gros problèmes de sédentarité en France, où les jeunes, ils ont perdu 25% des capacités cardiovasculaires en 40 ans. Et donc, bah, l'idée, c'était de aussi, en fait, en intervenant dans les écoles, pas juste faire un speech avec eux en disant, bah, ça, c'est l'environnement, etc. C'est les faire bouger, faire des relais, etc., les faire bouger, tout en leur apprenant des choses sur les enjeux environnementaux. Et puis, donc ça, c'était sur la partie école, partout dans la région de France, etc. Puis après, la partie éco-aventure, où on s'est dit, bah voilà, moi j'ai fait une éco-aventure, mais pourquoi on pourrait pas aussi accompagner d'autres éco-aventures, des éco-aventures individuelles ou collectives, pour faire porter ces messages, parce qu'en fait, on trouve que bah, les éco-aventures, c'est un super moyen aussi de faire passer des messages hyper forts et impactants. Et c'est pour ça que bah, on essaie souvent de relier un seul message. Parce que moi, le Tour de France, le problème au départ, c'est qu'il y avait trop de messages, il y avait des déchets, le climat, etc. Et c'est pour ça qu'après, on s'est plus orienté. Par exemple, il y avait 110 marathons en 110 jours, c'était pour le climat spécifiquement. La partie en Bretagne, c'était pour l'érosion des côtes, tout ce qui est attrait à la montée des eaux, etc. On a fait aussi Mobility Tour, qui est une éco-aventure collective sur le Tour de France cycliste pour sensibiliser spécifiquement sur la mobilité. Donc voilà, Univers Sport, c'est vraiment ces trois piliers-là. C'est à la fois l'éducation, euh, les événements, les accompagner, puis la partie éco-aventure, parce que ça permet de relier les gens. Donc voilà un peu. Et moi, c'est ce qui me porte en tout cas quand je fais des éco-aventures. C'est pas le défi sportif de Nicolas, c'est le défi sportif de l'association et surtout des messages qu'on veut faire passer, quoi. Aujourd'hui, contre quoi, l'association, elle se bat concrètement? Le truc, c'est que déjà, bon, on entend de plus en plus parler de dérèglement climatique et heureusement, tant mieux. Après, ça fait bien longtemps aussi que des gens nous en parlent, sauf qu'on les écoute pas. Et déjà l'enjeu, nous, c'est via le sport de réussir aussi à faire passer ces messages-là et de le faire aussi de façon positive. Ça, je pense que c'est un point important parce que on sait que le sport, il fédère
Donc à la base aussi, notre but, c'était de convaincre aussi les gens qui ne sont pas forcément convaincus, c'est-à-dire qu'on sait que dans le sport, on a des gens qui vont faire du sport, mais en fonction de ta pratique, de plein de choses, tu n'es pas forcément engagé sur les enjeux environnementaux. Et on ne demande pas à tous de l'être, mais c'est de déjà en fait faire passer via ce qu'on fait des échelles de grandeur aussi, parce que en fait on parle de dérèglement, etc., mais tu sais jamais où te positionner. Et les clubs de sport, c'est pareil. Donc en fait, il y a déjà, en fait, il y a deux sujets avec l'association, et là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, notamment pour en janvier avoir encore plus d'impact, puisqu'on va. L'idée, c'est de fusionner aussi avec, de construire une association plus grande et de faire plusieurs sujets. Donc il y a la partie il y a la partie mouvement sportif et partie grand public. C'est-à-dire que nous, on veut réussir avec ce qu'on fait à toucher le grand public sur des événements et aussi à faire bouger le mouvement sportif. C'est-à-dire que on se rend bien compte que le sport, où on dit toujours plus haut, toujours plus fort, en fait, à un moment donné, il y a peut-être besoin aussi de ralentir. C'est-à-dire que euh, j'aime bien la compétition, j'aime bien la performance, sauf qu'à un moment donné, euh, le principal enjeu, mais c'est comme la société en règle générale, parce que le sport, c'est un véhicule social. Donc le sport, il transpose aussi tout ce que dit tout ce que met en place la société. Le sport, c'est devenu dans pas mal de sports des trucs aussi. Et le trail en est aussi premier touché. Hein. Tu vas te balader, les gens se donnent leur premier truc tout neuf de trail, alors qu'à la base, le trail, c'était pas du tout ça. C'était un sport de nature très simple. Et donc voilà, on est toujours allé toujours plus dans le sport, en ayant les dernières chaussures, en ayant les derniers pour toujours aller plus vite. Là, c'est peut-être juste se dire, c'est quoi la question déjà de qu'est-ce que c'est le sport à la base. Et en fait, le sport à la base, ça doit servir de véhicule social, c'est-à-dire qu'il doit à la fois permettre l'inclusion, il doit permettre les enjeux environnementaux, il doit permettre tout ça en fait. Le sport à la base, c'est devenu trop dans pas mal d'endroits, trop du sport business, et on doit juste revenir à la racine même du sport, qui est déjà de permettre le partage, de permettre de se dépasser, et ça en plus, il permet de toucher toutes les couches de la société. Je veux dire, le sport, il est très fort pour ça. C'est-à-dire que tu sois de quartier populaire ou de quartier très riche, tu peux faire du sport et le but, c'est déjà de réunir tout le monde par rapport à ça et de s'en servir, ouais, ce que je disais, pour faire passer des messages. Et donc, il y a le mouvement sportif, il y a les gros événements sportifs aussi qui sont délirants. Là, on a parlé on est en train de parler en effet d'une Coupe du Monde qui va se faire sur 3 continents différents et là, on se rend compte aussi de ces problématiques-là. Donc, c'est refaire, mais comme on le fait avec l'alimentation, en fait, il faut qu'on fasse du sport plus local et qui va nous permettre aussi de nous reconnecter aussi avec les gens qui sont autour de nous, quoi. Euh, et c'est pareil pour les enfants. Les enfants, ce que je dis souvent dans les écoles, c'est que je demande pas aux jeunes de vouloir faire du sport de compétition, etc. Ils peuvent en faire s'ils veulent, parce qu'on peut tous en faire, mais c'est déjà rien que le fait de se bouger, en fait, de, de faire de l'activité physique, d'aller à l'école en marchant, d'y aller en vélo, de sortir de chez soi aussi, parce que le gros sujet aussi qu'on a, c'est qu'on est tous devant nos écrans, qu'on se bouge de moins en moins. Et pour moi, en fait, il y a un tout, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'enjeux environnementaux, mais pour moi, c'est intimement relié avec les enjeux sociaux. Et c'est pour ça que, et aussi enjeux sanitaires, parce que c'est pour ça que nous, on parle souvent de sport, planète, santé. Parce que ces trois-là sont reliés généralement. Quand tu fais pas attention à ton alimentation, c'est parce que tu fais pas non plus attention à comment tu consommes et vice-versa. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Donc voilà, c'est un peu l'ADN de l'assaut, c'est se battre aussi de plus en plus pour essayer de porter des plaidoyers. Parce que vu que maintenant on a gagné une certaine crédibilité, c'est peut-être de plus en plus essayer d'aller porter des lois au niveau du gouvernement aussi pour faire en sorte que, par exemple, le mouvement sportif bouge, qu'il y ait moins de compétition et qu'on rapproche peut-être des compétitions, qu'il y ait moins de voitures sur des événements sportifs parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça sert à rien. Voilà. Après, il y a aussi comment le mouvement sportif, on arrive à les faire passer dans la bascule parce qu'en fait, on parle de dérèglement, on parle de ça, il faut que les gens, et notamment les sportifs, ils comprennent c'est quoi les enjeux en fait, parce que en effet, c'est ce que je te disais, on a conscience qu'il se passe des choses qui sont pas très cool, sauf qu'on perd trop de temps mais en plus des fois on se rend pas compte parce qu'on n'est pas palpable. Je vais te donner, enfin, moi je suis en 2024, un de mes trucs par exemple sur une éco-aventure, je pense que c'est d'emmener un maximum de personnes sur la mer de glace. J'y suis allé au mois de septembre et je trouve que tout le monde devrait y aller parce que là tu prends vraiment une claque quoi. Donc ouais, c'est comment on arrive à faire exister, faire parler aussi ces scientifiques via le sport. Donc ouais, Univers Sport, on se bat sur ça. C'est à la fois
permettre de faire bouger le mouvement sportif, mais aussi permettre, via le sport, de sensibiliser le grand public. C'est vraiment, ces 2 enjeux-là et pour ça, on a vraiment trois gros pôles qui sont la partie plaidoyer. On va aller chercher les élus, porter des lois. On a la partie sensibiliser, où on a des éco-aventures, on a des villages de sensibilisation sur les événements, etc. Et puis la partie formation, accompagnement, où là, on a envie d'accompagner plein d'acteurs, notamment les acteurs du mouvement sportif, mais aussi de façon à ce qu'ils comprennent eux-mêmes les enjeux. Parce que c'est-à-dire que si c'est faire des formations pour faire des formations, euh, tu peux faire des formations aux gens sans qu'ils comprennent les enjeux et du coup ils vont pas les vibrer, ils vont moins sentir le truc. Le but c'est pas non plus de faire tout le monde, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on prenne un virage majeur parce que là il y a quand même une grosse prise de conscience, on le voit. Après voilà, passons du feu aux actes, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de labels. J'ai rien contre les labels, mais à un moment donné, c'est cool de dire que tu as le label parce que tu as mis tes gourdes en place, mais en fait en soi, c'est un tout petit truc dans ton club parce que tu as mis ta gourde en place, il faut peut-être passer par là, mais voilà, passer souvent de l'idée de juste trier ses déchets à aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est un peu ça. Ah, ça tombe bien, du coup, pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué. Si on veut faire un petit peu mieux, pour commencer, par quoi on commence concrètement? Ouais, c'est vrai que le but, c'est surtout pas, et c'est le but aussi avec nous, hein, à l'asso, c'est de pas culpabiliser les gens, parce qu'on se rend compte qu'en effet, à un moment donné, quand tu dois vivre, enfin voilà, on a plein de contradictions, et personne n'est parfait, et moi le premier, hein, ce que je raconte souvent, c'est qu'avant, j'étais commercial, et j'étais le commercial qui faisait le plus de kilomètres avec ma bagnole, hein. Maintenant, j'ai plus de bagnole, mais donc ouais, par quoi commencer? Je pense que déjà, ce qui peut être important, pour juste avoir un peu les ordres de grandeur, c'est de j'aime pas parler que de ça, mais parce qu'il y a plein d'autres enjeux comme la biodiversité, etc. Mais je trouve que ça donne déjà un premier palier. Je trouve que calculer son empreinte carbone, c'est assez intéressant, déjà pour voir ça, avec un site qui s'appelle Nos Gestes Climat. D'ailleurs, il y a bientôt une appli qui va sortir, je vais faire un peu sa pub, mais parce que je trouve qu'elle va être super, ça s'appelle Yumi, si je dis pas de bêtises. Et bref, qui pourra te permettre de calculer ton empreinte carbone. Et je pense qu'en fait, déjà, euh, sur nos gestes climat, c'est un truc qui se fait très simplement et ça te permet de voir en fait où toi t'en es. Parce que le truc, c'est que moi, je m'en suis rendu compte aussi pendant 2 ans. Hein, tu peux pas, en effet, en fonction de la catégorie sociale dans laquelle tu te situes, c'est ce que je te disais, il y a souvent des gens qui gagnent très bien leur vie et qui sont très aisés, qui vont te dire, oui, moi ça va, je pollue pas parce que je jette, enfin, je trie bien mes déchets. Et à côté de ça, ils vont dire, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont sales dans ce quartier-là parce que, en gros, ils jettent leurs déchets par terre. Sauf que, en fait, les gens qui jettent leurs déchets par terre, encore une fois, je n'aime pas faire des généralités, mais en tout cas, des fois, dans des quartiers où c'est un peu plus chaud et où il y a moins d'éducation qui a été faite sur ça, c'est juste qu'à un moment donné, eux, ils n'ont pas le loisir de consommer, par contre, comme ceux qui trient leurs déchets consomment. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas prendre 2 avions dans l'année, ils ne vont pas prendre leur voiture je ne sais pas de kilomètres, et donc au final, leur ratio en termes de pollution, il est beaucoup moins important que celui qui trie ses déchets. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces ordres de grandeur, et je pense que c'est important en effet déjà de faire son empreinte carbone, parce que on va vite se rendre compte de où on peut s'améliorer. Typiquement en France, et si on peut le relier au sport d'ailleurs, c'est intéressant, le gros sujet c'est la mobilité. Notre empreinte carbone, là où c'est le plus important, c'est la mobilité, c'est comment on se déplace. Donc en effet, il y a plein de gens qui vont être embêtés pour aller au travail, comment je me déplace, etc. Mais c'est déjà favoriser en fait tous les déplacements qu'on a l'habitude de faire systématiquement, qui font moins de 3 km, essayer de les faire en vélo, de les faire différemment. Encore une fois, on ne peut pas tous le faire du jour au lendemain, mais c'est déjà amener ses enfants à l'école, peut-être en marchant si on peut le faire, ou en vélo. Enfin, au niveau de la mobilité, je pense que c'est quand même un gros sujet. Puis en plus, ça fera du bien à la fois à votre corps et à la planète. C'est ce que je dis souvent, parce que du coup, ça te permet de te mettre en activité physique. Euh, L'alimentation aussi, c'est un vrai sujet. Encore une fois, c'est pas de dire moi je suis végétarien et tout le monde doit le devenir, parce que ça doit pas être le cas. Et puis en plus, il faut vraiment bien le faire parce que encore une fois, il faut un apport de légumineuses important, etc. Mais c'est de se dire déjà, est-ce qu'on peut pas diminuer, par exemple, le fait de diminuer un peu de prendre de la viande rouge, enfin voilà, diminuer un peu notre apport comme en viande rouge. Et puis après, c'est chaque geste, je pense, chaque geste c'est important. Donc et puis après, c'est aussi mesurer où on va avoir son impact. Parce que, comment dire, j'entends les gens qui se disent individuellement, moi je fais déjà des choses. Par contre, ça me frustre parce que dans mon entreprise, ils font pas, parce que les élus ne bougent pas. En fait, si par exemple vous pensez que c'est très politique ce que vous avez à faire, allez interroger vos élus.
Si vous pensez que dans votre entreprise, ça ne bouge pas assez, eh ben, n'hésitez pas à aller porter des messages à votre entreprise, en fait. Parce qu'en effet, si les élus et les entreprises se bougeaient beaucoup plus, c'est clair qu'on aurait moins à faire. Mais et voilà, pour moi, c'est tout est lié. Et donc, on ne doit pas renvoyer forcément la balle juste aux individus, juste aux entreprises, juste aux politiques. On doit essayer de tous faire quelque chose. Et des fois, en effet, c'est juste des petits gestes. Mais ça pousse ça, pousse ça, c'est important. Et quand quand une grosse entreprise, par exemple, fait juste un petit geste, ça a des impacts énormes. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de mesurer où on veut mettre son énergie aussi, parce qu'en effet, on ne peut pas tout faire, ça c'est clair. On ne peut pas tout faire et on se perd. Et si on veut tout changer du jour au lendemain, c'est contre-productif parce que du coup, comment dire, on va être encore plus, on va pas se sentir bien. Et l'idée, c'est de réussir toujours à le faire quand même de façon positive. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Universport. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est écrire aussi ces fameux nouveaux récits, quoi. Montrer que, en fait, on peut être plus sobre tout en étant heureux, quoi. Il y a, je veux dire, si on parle de sport, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un t-shirt finisher qui finit au fond de notre placard parce qu'il n'est pas vraiment intéressant? Est-ce qu'on a besoin vraiment de ces... Enfin, tu vois, c'est toutes ces notions-là, en fait. Je pense que c'est intéressant de se poser sur ces questions-là. Ouais. Ouais, bah, on mettra les liens dans les notes de l'émission pour le calcul de l'empreinte carbone, hein, pas de souci. Ouais. Quelles sont les prochaines aventures de Nicolas et de Universport? Alors, quelles sont les prochaines? En fait, souvent, on m'en trouve, hein, parce que typiquement, le record du GR34, la Rando Raid, c'est plutôt un ami breton qui me l'a trouvé. Il pensait pas qu'il avait déjà fait assez, donc pendant mes 110 marathons au mois de novembre, il me dit, en fait, c'est peut-être un projet pour toi. Donc, avant de finir les 110 marathons, il m'avait déjà lancé sur le record du GR34, en tout cas, on en avait parlé. Je pense que là, les gros enjeux, pour nous, déjà, on va sortir 2 films, un sur le GR34 et un sur les 110 marathons. Donc, celui du GR34, il sortira avant parce que c'est un peu plus frais dans la tête de Jérôme, mais les 110 marathons, on a aussi une volonté de sortir en 2024. Et donc ça va être aussi important pour nous parce que c'est comment utiliser justement ce qui a été fait pour sensibiliser encore autrement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et peut-être que on fera une éco-aventure d'une semaine en vélo pour faire diffuser ce film-là. En tout cas, celui du GR34, on ne sait pas encore, mais ça peut être une idée. Après, il y aura, on va essayer quand même de profiter des événements qui arrivent, donc c'est-à-dire que les JO, moi j'aimerais bien qu'on arrive à réunir plusieurs éco-aventuriers, aventurières aussi pour les faire partir des différents sites olympiques et voilà, faire passer des messages à ce niveau-là. Il y aura toujours le Mobility Tour qu'on veut pérenniser aussi, donc sur le Tour de France cycliste, ou pareil, on aura à peu près 6 à 8 éco-aventuriers. On va voir, on est en train de dessiner la suite, mais pendant le Tour de France, on veut vraiment continuer à sensibiliser sur la mobilité douce. Voilà, après, on a des gens comme Charlie, comme Benjamin aussi, comme Aline qui vont continuer à en faire aussi des éco-aventures. Moi, personnellement, je ne vais pas vendre la mèche parce qu'on verra, mais il est possible. On veut une exclue. Il est possible qu'il se passe quelque chose, au mois d'août, pendant 15 à 20 jours, avec une arrivée à Chamonix. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, où on sera, je pense, toujours sur de la course à pied et où là, on sera peut-être axé un peu plus sur la mobilité et sur les gros événements sportifs, avec les enjeux des gros événements sportifs, notamment liés à la mobilité, parce que on a vu, moi je me suis soulevé avec des athlètes sur ça, par exemple sur l'UTMB où il y a eu un gros partenariat qui a été fait, enfin le naming qui a été fait avec Dacia. Et c'est vrai que moi ça me dérange quand même pas mal que alors, qu'une marque, même, j'ai déjà moi personnellement du mal avec ça, mais bon, après en soi, je peux comprendre des fois, mais bon, qu'il y ait un partenariat qui soit fait avec une marque sur une marque auto sur un événement, bon, allez, mais là en plus qu'il y a un naming, et puis je me dis, on est dans l'irréel, quoi, parce qu'on est sur une course de montagne, on est sur l'ultra trail du Mont Blanc, on est sur le Mont Blanc, et on arrive de mettre un naming avec une marque de voiture, donc j'ai rien contre la marque en question, hein, ça pourrait être n'importe quelle marque, mais c'est surtout quelle histoire on écrit par rapport à ça, quoi. Donc ouais, aussi faire passer ces messages-là. Donc, ouais, je pense que la prochaine, en tout cas, reliée plutôt en effet mi-août avec une arrivée à Chamonix. J'en dis pas plus, mais du coup, il faut juste suivre sur les réseaux sur les réseaux Green Nicotour pour voir un peu la suite de ça. Ouais. Bah, donne-nous donc si on veut en savoir plus, on suit Green Nicotour du coup sur Instagram. C'est ça, ouais. Green Nicotour, c'est Grenicotour. Donc il n'y a pas de Z, faites pas l'erreur, c'est parce que je m'appelle Nico. Et puis après, il y a l'association, hein, surtout.
L'association, du coup, c'est Univers Sport, pareil sur Instagram, Facebook, LinkedIn, et puis là, c'est pareil sur les réseaux. Green Nico Tour, c'est aussi sur Instagram, et puis sur LinkedIn aussi, n'hésitez pas à suivre parce que je suis quand même bien présent, et voilà, et je suivrai à la fois les actualités de Nicolas Van Esken, mais avant tout les actualités de l'association qui sont plus importantes que ma simple personne. Voilà. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez suivre, vous allez dans le lien des notes de l'épisode et vous cliquez sur Green Nico Tour ou Univers Sport. Eh ben écoute Nicolas, je te remercie beaucoup. C'était un épisode incroyable. Franchement, ton aventure, elle est dingue. Et moi, en tout cas, je vais continuer à te suivre de très près. Merci à toi, Mehdi. Et puis, du coup, quand même, c'est assez drôle, je me souviens quand même, parce que du coup, on s'est rencontrés pendant le Tour de France et les 110 marathons. Je crois que c'était sur les deux. Tout au moins sur les 110 marathons, c'est sûr. Mais où tu as couru à mes côtés. Et voilà, c'est encore une fois, s'il n'y avait pas eu ça, on ne se serait pas rencontrés. Donc, merci en tout cas d'avoir été sur la route. Et puis, en effet, ouais, avec plaisir pour la suite. Tout à fait. Eh ben salut, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.